Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Merci de votre intérêt pour le nouveau webinaire Time One sur le secteur bancaire et FinTech. Pour information, vous avez un chat disponible sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Nous serons ravis d'y répondre à la fin de cette présentation. Vos intervenantes aujourd'hui sont Sarah, qui est Head of Account, en charge de toute l'activité acquisition performance chez Time One, et moi-même, directrice commerciale, en charge de l'activité Newbies sur l'agence et les annonceurs en direct. Et tout d'abord, un petit tour sur le déroulé de cette présentation. Nous allons donc passer en revue ensemble une analyse du paysage bancaire d'un point de vue marché, concurrence et innovation. Nous allons aussi faire un focus sur les néobanques et nouveaux modes de consommation des prospects. Nous avons prévu de détailler les principaux consommateurs. Qui sont-ils? Quels sont leurs triggers de conversion? Enfin, nous finirons avec les tendances marketing du secteur et un aperçu de différentes stratégies appliquées à des moments de vie. Avant toute chose, nous allons vous présenter rapidement notre structure et périmètre d'action sur le marché digital. Time One, c'est un acteur de l'écosystème digital. Nous produisons des solutions marketing à destination des agences et des annonceurs et nous accompagnons nos clients dans le déploiement de campagnes notoriété, trafic et performance. Nous sommes spécialisés dans la génération d'audiences qualifiées. Nous agissons à différentes étapes du funnel dans le but de créer de l'engagement entre les marques et les consommateurs. Et ça par le biais de différentes activations et différents KPI, clics, visites, leads, ventes. Depuis presque 15 ans, nous servons les objectifs performance de nos clients et avons, au fil des années, développé des expertises transverses afin de soutenir leur croissance et de maximiser la performance de nos programmes. Time One, c'est la marque donc performance du groupe. Nous avons aussi développé Time One Media Hub, qui est le trading propriétaire, qui va opérer sur tout inventaire, audio, native, display, vidéo. Et également la marque Powens, qui est une marque qui va gérer toutes nos campagnes influence, que ce soit sur du online ou du offline. Ces différentes marques, elles vont travailler de manière synergique et décloisonnée afin de proposer des mécaniques croisées, personnalisées aux besoins de nos clients. D'un point de vue sectoriel, Time One, c'est aussi une expertise d'un peu plus de 8 ans sur le secteur banque, assurance, finance. Nous avons accompagné plus de 150 annonceurs sur des mécaniques fil rouge et nous avons agrégé avec le temps un large réseau de partenaires éditeurs spécialisés. Je souligne que c'est également grâce à l'expertise marché de nos équipes que nous avons pu approfondir certains axes de présentation. Et je vais désormais laisser la parole à Sarah, qui va vous rappeler quelques éléments clés liés à la compréhension du paysage bancaire. Merci Tess et bonjour à tous. Alors, pour introduire le paysage bancaire, nous avons tout d'abord fait le constat que c'est un marché ultra concurrentiel qui présente plusieurs acteurs. On parle aujourd'hui du phénomène d'éclatement bancaire où les consommateurs n'hésitent plus à ouvrir plusieurs comptes, quitte à les agréger grâce à des applications, mais aussi à souscrire à certains services financiers chez de nouveaux acteurs non bancaires. La banque d'aujourd'hui se fait chez soi, en magasin, dans les bureaux de tabac, sur Internet, sur son smartphone et même sur des plateformes de prêt participatifs. La concurrence bancaire vient de partout, allant des startups de la finance aux opérateurs télécoms, en passant aussi par les grands distributeurs. D'ailleurs, les GAFA se positionnent aussi sur ce marché avec le lancement de la nouvelle carte de crédit d'Apple, par exemple. Les banques sont alors fortement challengées pour rester les interlocuteurs de référence des consommateurs et surtout que les consommateurs les plus convoités, qui sont les jeunes et les personnes aisées, sont nombreux à se tourner vers ces nouvelles enseignes. En 2013, la deuxième directive européenne des services de paiement, autrement dit la DSP2, impose l'open banking en tant que norme. Alors, qu'est-ce que l'open banking? Eh bien, c'est tout simplement l'ouverture des systèmes informatiques des banques et le partage des données des clients à des tiers via des API. Cette avancée technologique permet à différents acteurs d'intégrer les données et les services de tierces parties au sein de leur application en se connectant aux banques pour créer toute une gamme de services au sein de leur propre application.
Certaines banques ont déjà largement adopté cette technologie et multiplient donc les collaborations pour décupler leur offre de services. L'open banking profite surtout aux fintech, qui émergent de plus en plus et ne cessent de se développer pour proposer des services financiers plus efficaces et surtout à moindre coût. On distingue d'ailleurs deux rapports entre les fintech et les banques. Il y a les fintech qui viennent directement en concurrence aux banques de détail et qui vont proposer le paiement. C'est le cas des paytech, dont la plus connue étant Lydia, des services bancaires du quotidien, comme les néobanques, et même du crédit, comme le cross-funding avec l'acteur, par exemple, SoWeFund. Ainsi, ces fintech ne sont pas des banques, mais permettent à l'utilisateur de contourner les banques traditionnelles pour certaines opérations. Et puis, il y a des fintech qui sont complémentaires aux activités traditionnelles de la banque. C'est le cas, par exemple, d'Erectech, qui réunit les acteurs œuvrant sur le secteur de la régularité technologie. Leurs objectifs sont de simplifier le suivi des contraintes réglementaires appliquées aux acteurs de la finance, comme par exemple la gestion du risque, ou encore pour la gestion des contrats. Par exemple, c'est l'acteur Paperless qui propose ça. Puis il y a des paytech qui, en collaboration avec des banques, leur permettent de compléter leur offre pour mieux l'adapter aux besoins de leurs clients. Par exemple, Before qui a lancé il y a quelques années son application Mes Banques pour la gestion des finances personnelles avec le support technologique de Linkso. Je n'apprends rien à personne que 2020 est une année assez difficile pour les acteurs de la publicité digitale. Et dans ce contexte, avec la pandémie du Covid-19, l'Observatoire de l'e-pub a publié en septembre son rapport sur les investissements publicitaires digitaux. Et le constat est que les recettes du premier semestre sont fortement en baisse. À fin 2020, ils ont estimé que cette baisse va être de 15% sur les investissements publicitaires sur le digital. Il faut savoir que cette baisse est étroitement corrélée avec le PIB français. Cette baisse est impactée à tous les secteurs, sauf pour le secteur de la finance et assurance, qui est le seul où on prévoit des investissements publicitaires en hausse de 2,6% par rapport à 2019. Ce qui reflète quand même d'un secteur qui reste dynamique, malgré un paysage publicitaire globalement en baisse. Pour revenir sur les principaux acteurs bancaires, on note les banques traditionnelles, les banques en ligne et la montée en puissance des néobanques. Les banques en ligne et les banques traditionnelles présentent des différences avec les néobanques dans leur structure même. Donc, les deux premières sont avant tout des banques, parfois proposant une offre numérique. Et concernant les banques en ligne, elles sont souvent rattachées à une banque traditionnelle. Par exemple, Boursorama est une filiale de la Société Générale, Fortuneo est une filiale de Crédit Mutuel Arkea et Hello Bank est une filiale de BNP Paribas. Les néobanques, elles, sont des établissements de paiement. Certaines ont une licence bancaire, mais ce sont avant tout des établissements de paiement qui ont construit leur architecture technique en ne partant de rien. Elles font partie des fintech, donc ces startups qui associent finance et technologie. Toutefois, 9 Français sur 10 restent clients d'une banque traditionnelle. La faible mobilité bancaire ne favorise pas donc une forte progression du poids des banques en ligne et des néobanques comme banque principale. Pourtant, les établissements font tout pour accompagner les consommateurs et gèrent gratuitement et intégralement les transferts et virements automatiques, et parfois même cette action de mobilité est récompensée par une prime. Pour entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de revenir maintenant sur les principaux avantages et freins entre banque de réseau, banque en ligne et néobanques, et d'expliquer l'émergence et la montée en puissance des néobanques et des nouveaux modes de consommation. Tout d'abord, les banques de réseau. Ce sont les banques, comme on le connaît traditionnellement, qui ont une agence physique. Les avantages sont tout d'abord le relationnel avec un conseiller bancaire qui nous conseille, nous oriente sur l'ensemble des opérations bancaires. Généralement, les consommateurs ont une présence historique au sein des banques de réseau. Les inconvénients, ou en tout cas les freins, sont le facteur prix, avec des frais bancaires plus élevés que les autres types d'acteurs. Elles sont aussi peu digitalisées et comme expliqué, on est contraint aux heures d'ouverture des bureaux pour certaines opérations bancaires. Les banques en ligne, c'est une banque classique, mais accessible depuis un navigateur web. L'ouverture de compte se fait donc sur un site internet. Les avantages de ce type de banque sont les frais de banque diminués, avec souvent des cartes bancaires gratuites, sans frais de tenue de compte. Les produits d'épargne sont aussi très intéressants d'un point de vue rentabilité. Et enfin, on a une souplesse d'utilisation car plusieurs opérations peuvent se faire en toute autonomie.
Les inconvénients restent tout d'abord les conditions d'entrée qui sont restrictives ou pour ouvrir un compte, la banque demande un minimum de revenus. Le contact humain se perd, mais aussi on ne peut pas déposer sur son compte de l'argent liquide et les encaissements de chèques sont plus compliqués. Parfois, on doit envoyer des chèques par voie postale. Et enfin, concernant les néobanques, c'est un établissement de paiement accessible depuis une application mobile. Elle propose les mêmes produits qu'une banque classique, comme un compte courant, un compte épargne, une assurance vie, etc., mais à des tarifs réduits. Le service est 100% en ligne, voire via l'application. Elles correspondent tout à fait au nouveau mode de consommation des utilisateurs de par leur accessibilité, leur modernité et la rapidité pour ouvrir un compte. On perd toutefois complètement le contact humain, le processus est complètement dématérialisé et ça ne convient pas à certaines populations dont le confort quand même de l'agence bancaire et le contact humain reste très important. Selon une étude menée par Taïwan sur Google Trends, on note tout de même que l'attractivité des banques en ligne et des néobanques progresse. Et concernant les néobanques, on note clairement une évolution exponentielle sur les 2 dernières années. Il existe un point commun entre les deux populations, de banques en ligne et de néobanques, c'est que les agences bancaires ne sont plus nécessaires à la relation client. De plus, l'échange est désormais virtuel et il devient permanent en quelque sorte, puisque le consommateur n'est plus contraint aux heures d'ouverture des agences ou alors des prises de rendez-vous pour gérer ses différentes actions bancaires. Le contact humain n'est donc plus nécessaire. Certaines banques, et notamment Orange Bank, utilisent la technologie Watson, qui est une intelligence artificielle développée par IBM, et a développé son assistant conversationnel, qui est Jingo, et qui est le premier levier de contact. Le top acteur du secteur est Boursorama, suivi de Nickel et de N26. À savoir que le nombre de clients n'est pas forcément en corrélation avec le classement des meilleurs établissements. Il donne cependant une indication importante sur le succès de l'offre. Et puis, ça dépend aussi de l'ancienneté de l'acteur sur le marché. En tout cas, le début d'année 2020 confirme l'essor des néobanques sur le marché français des services bancaires, avec notamment des levées de fonds historiques soutenues par des investisseurs étrangers. Par exemple, sur le marché des particuliers, Lydia a levé en janvier près de 40 millions d'euros. Et sur le marché des professionnels, Conto a levé près de 104 millions d'euros aussi en janvier. L'intérêt croissant des investisseurs sur ces acteurs innovants souligne clairement le potentiel des néobanques en France. Depuis 3 ans, on note une progression constante du nombre de clients sur les néobanques, issus de l'écosystème des entrepreneurs du web, du retail ou des fintech. Et désormais, le challenge pour ces nouveaux acteurs, c'est de fidéliser leurs clients tout en poursuivant bien sûr leur stratégie de conquête. Et les conséquences du Covid sur l'accès aux services bancaires a bénéficié finalement à l'attractivité des néobanques. Pour l'ensemble des Français, les tarifs avantageux et l'autonomie de gestion délivrés par ce type de banque sont fortement plébiscités. Si le critère du tarif est si important pour les Français, c'est avant tout pour la carte bancaire gratuite et l'absence de frais de tenue de compte. Les Français recherchent de l'autonomie, surtout pour gérer des tâches courantes comme bloquer sa carte, ajuster ses plafonds, effectuer des virements simplifiés. Et enfin, les néobanques permettent aussi d'avoir un solde modifié en temps réel, mais aussi des notifications en temps réel des actions sur leur compte. Les consommateurs cherchent donc plus de transparence. Ces consommateurs, d'ailleurs, qui sont-ils ? Je vais laisser la parole à Tess qui va vous présenter les différents profils et cibles des consommateurs des services bancaires. Merci Sarah. On a donc vu que la tendance marché, elle est plus que jamais à la bancarité. D'autant plus en cette période, les consommateurs, ils sont exigeants en matière d'accompagnement bancaire et les entreprises, elles doivent redoubler d'efforts pour séduire leurs clients. À travers ces nombreuses attentes, on en a identifié 3 qui sont plutôt globales et qui sont généralisées, peu importe la typologie de banque ou de cible. Tous s'accordent en effet sur le fait que l'expérience client et la personnalisation des offres sont essentielles. Les consommateurs souhaitent que leur banque tienne compte de leur situation, de leurs projets et adapte leur accompagnement en fonction. La technologie, l'ergonomie et l'efficacité des interfaces clients, les features des plateformes bancaires et les différentes applications sont des critères de choix essentiels et pas nécessairement auprès des jeunes générations. Les clients, ils souhaitent pouvoir consulter facilement et efficacement leur compte, leur investissement financier partout et tout le temps. Et enfin, finalement, malgré la volonté de gagner en autonomie, les consommateurs recherchent à contrario une expertise conseil forte.
que ce soit en gestion de budget, conseil fiscalité ou patrimoine. Ayant finalement la capacité de maîtriser une partie du métier de la banque via les banques en ligne ou les néobanques, ils attendent des banques traditionnelles un accompagnement qui va être plus poussé sur d'autres produits. Alors, bien entendu, on parle là d'attentes plutôt générales, mais en fonction du type de banque, vos audiences, elles seront sensibles à différents arguments et les triggers de conversion ne seront pas forcément les mêmes. Ainsi, il est important de comprendre aussi les enjeux spécifiques de vos audiences cibles avant de les adresser. On a souhaité ici vous présenter une segmentation un petit peu différente, issue d'une étude Accenture, qui peut s'appliquer à de la multibancarité et dont l'approche nous semblait plutôt intéressante. Donc nous avons tout d'abord les pionniers, qui sont considérés comme peu loyaux. Ce sont les candidats idéaux du multibancaire, qui sont très sensibles à l'offre, très portés sur la comparaison et extrêmement digitalisés. Ils recherchent des services simples, efficaces. Ils peuvent être volatiles auprès de nouvelles banques, aussi en fonction des nouvelles offres à l'ouverture de compte, par exemple. Ce sont des profils qui ont besoin de services forts. Ils doivent être persuadés de l'expertise de leur banque. Et ils sont aussi attachés d'une manière plus globale au positionnement de leur partenaire bancaire, d'un point de vue innovation, RSE et autres initiatives en faveur de l'évolution. Les pragmatiques, quant à eux, ils vont rationaliser leur idée de la banque sur un apport confiance-expertise. Ils souhaitent être bien conseillés. Ils peuvent être affiliés à plusieurs banques s'ils y voient un intérêt, mais ils ne courent pas forcément après les offres. Ça reste des adeptes du contact physique et majoritairement, ils vont avoir leurs comptes principaux dans une banque de réseau. Ils sont sensibles aux produits additionnels, ils recherchent la complémentarité et l'efficacité auprès d'un même établissement bancaire. Les sceptiques, eux, ont par définition peu confiance au système bancaire et à la technologie. Ce sont les adeptes du tous les mêmes, entre guillemets, et ils vont être affiliés à une banque parce qu'il le faut. Ils peuvent avoir tendance à abandonner la banque de réseau au profit des banques en ligne ou des néobanques. Malgré cela, ils peuvent être aussi très fidèles. Ils ne sont pas forcément à l'affût de nouvelles offres. Ils sont persuadés que toutes les banques sont sensiblement les mêmes et les offres aussi. L'expérience digitale et physique peuvent être un atout pour finalement reconquérir ces audiences et les inciter à s'intéresser à la pluralité des services bancaires. Enfin, les traditionalistes, ils recherchent la constance, la sécurité et l'expertise. Ils sont affiliés à des banques de réseau essentiellement. Ils restent fidèles aux banques traditionnelles. Ce sont clairement des clients qu'il ne faut pas laisser partir, mais qui sont plus durs à acquérir sur les canaux marketing classiques. Ils seront en effet plus à même de changer s'ils rencontrent un problème conséquent avec leur banque actuelle ou sur un effet fort de prescription. Et pour faire le lien avec les principales attentes des clients, à quoi sont sensibles ces profils? Les pionniers pragmatiques, ils vont être très sensibles aux offres personnalisées, alors que les sceptiques ont besoin de dépasser leur a priori sur les banques avant de s'attacher aux offres servicielles de leur établissement. Les technologies d'alerte bancaire ou autres applications de gestion de compte sont des points importants pour les pragmatiques, mais également les pionniers. Et même si ces derniers peuvent délaisser ce critère au profit de l'offre, ça reste quand même un point auquel ils peuvent être sensibles. Quand il s'agit d'expérience client, notamment en physique, ce sont à nouveau les pionniers et les pragmatiques qui sont les plus demandeurs, suivis de près par les traditionalistes. Et enfin, l'omnicanalité des services et des technologies cross-device sont des points d'attente sur les profils pionniers. Sarah va prendre la suite, du coup, afin de vous parler des tendances marketing du secteur. Alors, quelles sont les tendances marketing actuelles des néobanques et des banques en ligne? Tout d'abord, pour les néobanques, sur le paysage concurrentiel, on note 5 principales néobanques qui sont Orange Bank, N26, Revolut, Compte Nickel et Ma French Bank. Le point commun entre l'ensemble de ces acteurs est tout d'abord un parcours de souscription en ligne 100% en ligne et très rapide avec un maximum de 15 minutes pour ouvrir un compte bancaire. Mais aussi, le consommateur n'a pas forcément besoin de faire un premier versement pour la plupart d'entre elles. La plupart des néobanques ne proposent cependant pas de prime à l'ouverture pour faciliter la mobilité, sauf Orange Bank qui se rapproche de plus en plus des banques en ligne finalement par rapport à cette prime. En termes de stratégie marketing, si on s'intéresse au levier d'acquisition de trafic payant et plus spécifiquement les référeurs, ils représentent 5% de leur trafic. On a fait une étude sur SimilarWeb qui nous a démontré que le trafic entrant sont sur les référeurs donc des sites de finance comme des comparateurs de banques, de néobanques,
des sites de nouvelles technologies et aussi des sites d'animation entertainment comme les sites de TV en replay, de vidéos et de musique. Mais leurs audiences ont aussi une forte appétence à naviguer sur des sites e-commerce et shopping comme par exemple les principales marketplaces du marché. Concernant les banques en ligne, nous comptons 6 principaux concurrents, donc Hello Bank, ING, Monabank, Boursorama Bank, Fortuneo et Before Bank. Les offres de bienvenue restent un élément fort d'un point de vue commercial pour la plupart des banques, mais qui est de plus en plus remis en question, notamment pour des questions de PNB. En termes d'avantages, certaines banques annoncent 0 frais de tenue de compte et pour d'autres, une carte bancaire gratuite. Dans ce benchmark, on note aussi que la plupart des banques ont proposé en 2020 des primes boostées sur certains moments forts de l'année, comme par exemple Fortuneo, un des clients de Taïwan, qui propose à certains moments d'année une prime allant jusqu'à 150 €. Et d'ailleurs, sur le plan d'action commerciale des banques, si tu peux changer de thèse, merci. Sur le plan d'action commerciale des banques, on voit que c'est très dynamique et on peut observer que certaines banques proposent des primes boostées tout au long de l'année. C'est le cas de Fortuneo, par exemple, qui en a proposé 3 sur les 3 premiers semestres de l'année. Et pour certaines, allant jusqu'à 1 fois par mois. C'est le cas, par exemple, de Boursorama, avec des opérations Pink Weekend qui sont au moins 1 fois par mois. Sur SimilarWeb, on a aussi fait l'étude sur les banques en ligne et les sources de trafic. Sur les leviers d'acquisition payants, on voit que ça représente à peu près 10% du trafic entrant vers les banques en ligne. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que nous avons aussi pu identifier que les sites qui apportent le plus de trafic sont bien entendu les sites de banque, type les comparateurs de banque, mais aussi de thématiques corrélées qui ont une part de plus en plus importante sur les sites de banque, comme les sites high-tech, c'est le cas notamment de CNET, Gameloft, etc. Les sites d'énergie et comparateurs d'énergie, comme par exemple Selectra. Et ces sites high-tech et énergie peuvent avoir au sein de leur propre site une rubrique banque. Mais il y a aussi des sites médias à exploiter comme 20 minutes, Ouest France, etc. Les supports de communication de ces univers corrélés se font généralement via du contenu rédactionnel, ce qui est un atout finalement pour les banques qui souhaitent communiquer sur l'ensemble de leur gamme ou finalement orienter les internautes à souscrire à un produit spécifique comme de l'épargne, de l'assurance vie, etc. Surtout en rapport avec leurs objectifs d'acquisition. Pour les banques en ligne comme pour les banques, finalement, ces univers corrélés sur lesquels il est intéressant de communiquer permet d'accroître les nouveaux visiteurs et prospects. Tess va vous parler maintenant de manière concrète comment mettre en place une stratégie marketing adaptée au moment de vie. Et du coup, en effet, sur ce marché concurrentiel, tant d'un point de vue typologie, nombre d'acteurs, un tout nouveau parcours de décision client a pris place. Ce dernier, il va être moins linéaire, il prend en considération plus de critères dans la décision finale. Et en tant que banque, il convient de savoir quand s'adresser à ses audiences, de quelle manière et sur combien de points de contact différents. Prenons l'exemple d'un consommateur lambda qui souhaite ouvrir un compte professionnel. Il va d'abord chercher des solutions bancaires sur la base de son statut, des frais qu'il est prêt à engager et des services nécessaires à son activité. Une fois qu'il aura agrégé un volume d'informations liées à des contenus on-off suffisants, il va se diriger vers une banque de réseau, une banque en ligne ou une néobanque. On notera d'ailleurs que ces acteurs sont principalement choisis sur ces critères de prix, carte gratuite, sur des absences de frais de gestion et ou d'autonomie. Une fois cette décision prise, il convient les offres interbancaires ainsi ces personnes vont se diriger vers les coûts, la spécificité de l'offre, les avis clients et les potentiels effets de prescription aussi. Enfin, leurs choix, ils vont se diriger en fonction aussi de la potentielle complexité des démarches. Et le prospect va finaliser sa démarche en ligne ou en agence en fonction du prestataire choisi. Sur cette base, nous sommes d'accord qu'il est assez difficile de rattacher un persona qu'on vous a présenté précédemment de manière précise à un parcours de décision. Les pionniers, ils peuvent aussi bien être en phase de comparaison pour une ouverture de compte pro ou bien un compte commun en vue d'un achat immobilier. Du coup, on s'est posé la question de comment capter ces différentes audiences sur leur parcours de décision. Quelle stratégie adopter? Et finalement, il est clair que l'étape 1 et 2 sont stratégiques lorsqu'il convient d'activer les triggers de conversion qui permettront de séduire son futur client. Et nous pensons qu'il est plus pertinent de rattacher ces triggers
à des moments de vie. Ainsi, avec une cible qui ne peut se segmenter uniquement sur des critères socio-démo ou sur des intérêts, avec des attentes et des parcours de décision propres, la stratégie d'hyper-personnalisation et de mécanique croisée semble être la réponse marketing adaptée. L'idée étant de personnaliser à chaque moment de vie un message, une créa, une offre et une stratégie d'achat dans le but de séduire plus rapidement et efficacement les prospects. Qu'ils soient en recherche ou non, avec pour ambition de porter une communication si juste et adaptée que finalement la banque va s'imposer comme un choix naturel dès lors de la prise de décision. Cette stratégie d'hyper-personnalisation, elle peut être déployée à différentes étapes du process de décision. On a donc souhaité clôturer finalement ce webinaire avec des exemples précis et avec une approche un peu différente, des mises en situation qui peuvent avoir du sens quand il s'agit d'influencer, de contextualiser, d'engager et de convaincre. Alors bien entendu, nous avons dû faire des choix et ces cas d'application, ils ne représentent pas forcément de manière exhaustive toutes les solutions combinées que l'on peut trouver sur le marché. Avant même de vouloir convaincre, il est possible de s'imposer comme un choix naturel et de faire adhérer à son entreprise grâce au pouvoir de la narration à travers l'influence. Nous avons pris ici pour exemple un jeune adolescent, lorsque ce dernier est en âge d'avoir sa première carte. Cette audience, vous le savez, elle est soumise à validation par la décision parentale, mais elle va être prescriptrice et va influencer elle-même dans le choix de la solution bancaire. C'est donc important de l'adresser sur un environnement sur lequel elle se sent en confiance. La stratégie vise finalement à s'adapter à ses habitudes de consommation média avec un investissement massif sur les réseaux d'influence sociaux tels que Snapchat, TikTok ou encore Twitch. Ces environnements, ils vont présenter l'intérêt de la sponsorisation du contenu par les influenceurs qui vont porter les valeurs d'une marque. Mais ces mécaniques, elles sont également très efficaces sur des temps forts, avec pour objectif de promouvoir des offres exclusives à l'ouverture de compte. Par exemple, Snapchat permet de mettre en place des opérations spéciales sur la journée avec 100% de part de voix dès l'ouverture de l'application. Et ça permet une visibilité maximale. Donc en effet, au-delà des bienfaits sur l'engagement, ces réseaux, ils peuvent alimenter une stratégie d'acquisition. Nous avons personnellement eu l'occasion de lancer diverses campagnes auprès des audiences jeunes sur un objectif performance, comme par exemple un annonceur du code de la route sur un plan média 360 et Snapchat a été le top converteur sur cette campagne avec plus de 30% des conversions générées sur le seul réseau. La contextualisation de vos prises de parole est aussi un atout majeur quand il s'agit d'impacter une audience durant son process de décision ou même par effet d'anticipation. Prenons pour exemple la cible auto-entrepreneur à la création de son entreprise. L'idée, ça va être de positionner son offre au bon moment avec le bon discours. Soit avec une proposition très frontale, comme Ponto, découvrez nos offres, soit avec une stratégie plus inbound, comme par exemple promouvoir un contenu utile, livre blanc ou autre contenu type podcast, lié aux futurs besoins que peut avoir la cible. Gestion financière, gestion comptable, administration. Cette stratégie de contextualisation par excellence peut être activée de manière automatisée via la sémantique. Donc la sémantique, c'est une mécanique de ciblage qui a beaucoup d'atouts. D'une part, car elle ne s'attache pas à cibler des individus, mais plutôt à un ensemble de mots, phrases qui composent un contenu, ce qui est aussi utile en prévision de la réglementation CNIL et du consentement, mais surtout car elle permet de toucher des audiences en fonction de leur intérêt à un moment M grâce à l'analyse des contenus consommés. On peut aussi pousser un peu plus la personnalisation au niveau du format. Préférer par exemple un sondage au format classique display afin de créer de l'interaction et de l'engagement comme on peut voir sur la MGEN. Ces mécaniques de ciblage, elles ont prouvé leur efficacité sur des KPI médias, notamment sur des mécaniques native advertising où les taux de clic peuvent facilement osciller entre 0,80% et 1,50% en fonction des campagnes, avec la possibilité d'optimiser les KPI plus profonds comme le temps passé sur site. Nous avons également eu l'occasion d'AB tester ces mécaniques versus des ciblages purement data, notamment sur le secteur B2B.
et nous avons augmenté de près de 15% le nombre des visiteurs et le temps passé. Certains moments de vie, qu'ils soient vécus seuls ou à deux, sont plus décisifs que d'autres et ils nécessitent de rassurer tant sur le choix que sur l'accompagnement. Notamment lorsque ça engage les finances des foyers sur le long terme pour toutes sortes de prêts. Donc certains leviers digitaux permettent directement ou indirectement de mettre en confiance les prospects. C'est le cas des actions sociales, comme les chatbots conversationnels, qui sont des outils performants sur l'acquisition, tout en enrichissant la connaissance client. Ça permet aussi un traitement plus efficace par la force de vente commerciale une fois le lead généré. Les mécaniques de content to lead également sont des articles sponsorisés avec liens traqués. Et ça, un atout d'un point de vue engagement, trafic et conversion. L'annonceur va jouir de la notoriété, de l'audience et de la confiance du média support. Aussi, ça permet de créer un référencement et un trafic naturel de manière pérenne. Sur des mécaniques conversationnelles de chatbot, on a eu l'opportunité de mener des campagnes, notamment via nos marques blanches propriétaires, sur le secteur de l'énergie. Et les résultats en termes de joignabilité, contact argumenté et taux de conversion sont largement supérieurs à la moyenne. Enfin, il est important de faire préférer son offre sur les étapes finales du process de décision. Et en tant qu'acteur bancaire, si on ne peut pas être compétitif sur l'offre, il y a d'autres astuces, notamment par le biais des sites affinitaires et comparateurs qui permettent d'être persuasifs. De nombreuses solutions sont accessibles pour faire gagner en part de voix une marque auprès de ses audiences et auprès d'audiences qui vont être en phase de recherche active d'un bien ou d'un produit. Par exemple, la mise en avant de l'annonceur sur les top positions de recherche ou alors l'activation de différentes pop-up personnalisées à l'entrée du site ou en fonction de la navigation des internautes. Ces mises en avant, elles sont aussi activables sur tout levier fin de tunnel et les stratégies, elles vont être personnalisables en fonction des requêtes, des temps forts de la marque ou des produits spécifiques à pousser. Ce sont des mécaniques qu'on utilise régulièrement avec nos clients et notamment sur le secteur banque, assurance, finance et notamment pour promouvoir et mettre en lumière des produits qui peuvent être plus rentables pour eux ou d'autres produits additionnels pour faire monter en valeur le prospect. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire sur le secteur bancaire et des fintechs. Merci de votre écoute. Ce qui doit rester en tête, c'est tout d'abord que l'écosystème est effectivement ultra concurrentiel, voire e-concurrentiel. Et les consommateurs aujourd'hui sont multibancarisés avec l'arrivée de la fintech et des GAFA qui proposent des produits similaires et à moindre coût par rapport aux banques traditionnelles. Malgré ça, on note quand même une mobilité bancaire qui reste encore faible et la néobanque et banque en ligne, malgré tout, séduisent de plus en plus de Français et prennent davantage de parts de marché, surtout sur ces 2 dernières années. Omnicanalité, simplicité, tarifs, autonomie et transparence, les banques doivent plus que jamais s'adapter, se réinventer pour correspondre aux nouveaux usages et attentes des consommateurs. Il est donc important de renforcer sa présence online sur différents canaux marketing et d'aller chercher le prospect sur des univers corrélés. Et en effet, que l'on soit une banque traditionnelle, une néobanque ou une fintech, l'évidence, elle s'impose. Du recrutement à la fidélisation, du conseil aux opérations bancaires, tous les acteurs, ils ont dû amplifier, compléter ou rationaliser leur visibilité digitale, leurs services et leur communication. Pour rappel, un des points clés concernant les attentes des consommateurs, c'est la personnalisation. Et cette dernière, elle peut et elle doit aussi finalement se traduire aussi dans la manière d'adresser ses audiences sur le digital. Ainsi, dans toutes les stratégies de marketing à la perf du secteur bancaire, on va devoir tenir compte des éléments suivants. Pendant la phase de recrutement, on ne peut pas forcément pousser le client à nous choisir. Il s'agit aussi de le séduire pour qu'il vienne à nous de lui-même. Le produit est roi grâce au contenu que vous allez proposer et à une expérience utilisateur transparente et complète. Le client, il doit pouvoir dissiper tous ses doutes. La cible, elle se diversifie. Il est évident qu'en fait que chaque segment ne peut pas être traité de la même manière. Et le secteur bancaire, il n'est plus mass média, mais il est dans l'hyper-personnalisation. Adapter le message, la créa, l'offre et la stratégie d'achat à la cible
au moment de vie et au parcours de recherche est essentielle. Cette stratégie push and pull, elle a un simple objectif, c'est de pouvoir séduire le client sur tout support. Les consommateurs, ils n'attendent plus une offre de produits standardisée, mais ils attendent un accompagnement au plus proche de la problématique du moment. Il faut donc savoir aussi bien s'adresser à un étudiant qui veut financer son diplôme qu'à un sexagénaire qui cherche des placements sûrs pour sa retraite. Et bien évidemment, on ne va pas leur parler de la même chose, pas de la même manière et pas au même endroit. Donc le niveau de personnalisation, finalement, il doit être tel que le client, il a l'impression qu'on ne s'adresse qu'à lui et que la marque comprend et connaît ses enjeux personnels et professionnels. Et c'est par cette stratégie que les marques réduiront le process de décision et réussiront plus rapidement à influencer, engager et convaincre qu'avec une stratégie classique. Et pour finir, merci beaucoup pour votre attention. Nos équipes se tiennent à votre disposition si vous souhaitez approfondir quelques points clés de cette présentation ou bien nous challenger sur une de vos problématiques médias ou performances. On vous enverra directement dans les prochains jours le support de ce webinaire. Vous pouvez, ceci dit, si vous le souhaitez plus rapidement, vous adresser directement à l'adresse sales-fr@timeonegroup.com. On va désormais prendre le temps de répondre à vos potentielles questions. Alors, je lis la question, Sarah, tu me diras après ce qu'il apprend. Avec cet essor des banques en ligne, néobanques et leurs nombreux avantages, peut-on penser que les banques traditionnelles sont vouées à disparaître à terme? Si tu veux, je peux répondre. Ouais, je veux bien. Alors effectivement, la concurrence est rude sur le secteur bancaire, et les banques traditionnelles ont encore beaucoup à faire au vu de la montée en puissance des nouveaux acteurs. Et comme évoqué, la banque traditionnelle complète de plus en plus ses offres en s'associant à des fintechs pour développer des néobanques, mais en créant aussi. Elles utilisent parfois leur banque en ligne aussi pour proposer des services non disponibles sur les néobanques, comme par exemple le chéquier ou encore le découvert. Elles rachètent aussi des fintechs. C'est le cas de Crédit Mutuel Arkea qui a mis la main sur Litchi. Et il faut savoir aussi que la GUE carte bancaire, donc c'est dont les banques sont les principaux membres, a décidé de relever la commission interbancaire de retrait. Et lorsqu'une personne retire de l'argent à un distributeur automatique, par exemple, qui n'appartient pas à sa banque, donc du coup, la commission interbancaire de retrait, la CIR, permet de rémunérer la banque qui a rendu le service de retrait et donc place à la place finalement de la banque du client. Donc effectivement, je pense pas que les banques traditionnelles vont venir à disparaître, mais effectivement, faut qu'elles se réinventent et je pense qu'elles sont en bonne voie pour le faire. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Oui, il n'y a pas de contre-question en tout cas. Donc une autre question, dans une stratégie 100% perf, est-ce que la stratégie d'hyper-personnalisation a du sens? Si tu veux, je vais la prendre celle-ci. Alors 100% perf, je pars du principe qu'on parle du modèle d'achat, parce qu'en effet, on vous a présenté plusieurs mécaniques croisées. Oui, je pense que ça a du sens. Après, bien sûr, on va pas pouvoir la mettre en place comme une stratégie média classique. On va pas forcément jouer sur la data, sur le ciblage, mais on peut jouer sur l'emplacement, le choix finalement des sites partenaires avec lesquels on va diffuser, comme les sites affinitaires, les sites verticaux dont vous parlez, Sarah, tout à l'heure. Ça va être aussi lié au contenu. Par exemple, on peut orienter un contenu de manière personnalisée, notamment sur tout ce qui est content to commerce. Donc, c'est plutôt par le choix des supports et par le choix des contenus et des différentes mécaniques qu'on va pouvoir travailler l'hyper-personnalisation et surtout essayer de promouvoir soit un produit ou un ensemble entre guillemets de services qu'on sait qu'il va avoir un intérêt pour cette cible à ce moment-là, quoi. Alors, une autre question, quelles sont les opportunités pour les comparateurs dans ce nouveau virage vers les néobanques?
Ok. Alors j'imagine d'un point de vue, levier d'acquisition, les comparateurs, comme on l'a vu, a quand même une place importante dans les leviers d'acquisition des banques au sens large. Et je pense que dans les néobanques, il est toujours important de pouvoir communiquer sur les comparateurs. On est quand même sur une phase où l'internaute est plus qu'engagé dans sa recherche de nouvelles banques, etc. Donc, il faut continuer à communiquer, quitte à faire des classements comme les comparateurs le font généralement sur les top néobanques en mettant les avantages, etc. Et d'autant plus qu'il y a une multitude de néobanques, il faut pouvoir effectivement sortir du lot de manière claire et simple les avantages que présente une banque et l'autre, et surtout à quels besoins ça s'adapte. On est toujours dans l'hypersonnalisation, donc il faut s'adapter à un besoin de l'internaute, à un moment de vie, et certaines néobanques vont correspondre à certains moments de vie. Donc ça peut être intéressant comme stratégie. Et d'autres stratégies que peuvent avoir les comparateurs, c'est de plus en plus de communiquer au travers de contenus qui reste quand même un élément fort en termes de persuasion et de conversion. Il faut savoir que les internautes, ils souscrivent à une offre ou ils découvrent en tout cas une nouvelle marque, une nouvelle offre à travers le contenu. Donc voilà, ça peut être intéressant en termes d'opportunités. Merci. Et je crois que c'est à peu près tout pour les questions. Et si c'est tout, du coup, on va s'arrêter là. On vous envoie donc le document très rapidement. Si vous souhaitez l'avoir en avance, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous serons ravis d'y répondre. J'ai une autre question qui arrive. Pardon. Quelle place pour les courtiers en financement? Dans quel sens, si vous pouvez juste compléter la question? Ludovic, est-ce que c'est du coup au niveau quelle place pour les courtiers en financement? Je pense que c'est peut-être parce qu'on ne les a pas forcément abordés aujourd'hui. Bon, n'ayons pas de complément sur cette question. Ludovic, si ça vous dérange pas, je vous propose qu'on y réponde directement par Ah, mail. Très bien. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci de votre attention et à très bientôt. merci beaucoup.